Ce poème de Jean Anouilh s'appelle Le Rat. Alors, c'est une allégorie. Hein. Alors l'antisémite du mois, c'est ma rubrique effectivement que j'avais lancée comme une boutade à l'époque, pour dire en fait qu'effectivement c'était grâce à Hitler qu'on avait inversé les valeurs après 1945. C'est-à-dire que je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de philosémites avant 1945, c'est un peu une boutade, mais je veux dire que le rapport moral et statistique entre ce qu'on appelle antisémite, qui est un terme impropre. Hein. Les sémites, c'est les musulmans, les sémites, c'est les arabes. Je suis pro-musulman et pro-arabe, donc je suis philosémite. On parle d'anti-judaïsme, hein, évidemment. Hein. Donc, en fait, mais je prends le terme comme salafiste, je prends le terme imposé. Salafiste est un faux terme, et antisémite est un faux terme, imposé par les mêmes, pour les mêmes raisons, parce que qui contrôle le vocabulaire vous contrôle déjà votre cerveau, quoi que vous fassiez. Hein. Quand vous vous soumettez au matériel linguistique de l'ennemi, vous avez déjà perdu avant de commencer. Hein. C'est le principe de la domination. C'est celui-là aussi, extrême droite, antisémitisme, salafisme, tout ça, voilà, c'est des mots manipulés pour vous piéger quoi que vous fassiez. Voilà. Donc, je rappelle que c'est grâce à Adolf Hitler qu'il y a eu Israël. La Shoah en soi, c'est clair que c'est pas une chose qui est bonne. Mais en fin de compte, dans le calcul de tout ce qui va se passer, tout ce qu'il y a eu dans l'histoire, Hachem, il a un enfant adoré, c'est Am Israël. Sans Shoah, il n'y avait plus d'Am Israël. Alors c'est souffrance, et c'est terrible. Mais quand tu as une vision qui est réduite au lamazé, alors il n'y a aucune compréhension, mais quand tu comprends maintenant qu'on parle d'infini, et par rapport à un peu de souffrance que tu as ici, tu reçois l'infini, ça vaut le coup. Et c'est grâce aussi à Hitler qu'après 1945, la proportion statistique et comment dirais-je, l'ordre moral entre antisémites, en réalité anti-judaïque et pro-judaïque, a été totalement inversé. Cette Shoah, même les gens les plus loin de la Torah, quand ils voient un film sur la Shoah, ils disent « je suis juif », ça les sensibilise, ça les identifie à ce peuple. Les bienfaits de la Shoah, c'est inimaginable. Inimaginable. Avant, c'est-à-dire depuis les Égyptiens jusqu'à 1945, les hommes de talent, les hommes qui avaient de la morale et les religieux authentiques avaient bien désigné le judaïsme comme un problème, le Christ, les évangiles, le Coran, les penseurs du socialisme, les penseurs de la tradition, tous avaient bien dit il y a un problème avec le judaïsme et le peuple qui porte cette idéologie. Hein. Et les philosémites étaient plutôt des Mark Twain, des mecs un peu qui étaient en général philosémites pour des raisons qualifiées aujourd'hui d'antisémites. Un peuple qui dynamise l'économie, ils sont malins, voilà, c'était genre prenons exemple sur eux, et c'était plutôt prenons exemple sur eux comme modèle pour la bourgeoisie. Hein. Comment dominer par par la méthode bourgeoise moderne, c'est-à-dire par la manipulation dialectique et le commerce, plutôt que par les méthodes traditionnelles qui sont la virtus, la vertu et la force guerrière. Hein. Donc on voit bien qu'en fait, c'était ça le climat. Et aujourd'hui, à force de domination communautaire, de terrorisme intellectuel ou moral par la Sainte Shoah et par la surreprésentation de spécialistes du pile-poule pour nous faire passer la dialectique casuistique pour du logos, c'est-à-dire qu'effectivement, travestir et détruire chaque jour un peu plus, comment dirais-je, la saine logique aristotélicienne par effectivement cette espèce de fausse logique qu'on appelle la casuistique dialectique, on a imposé, ça a pris des années au bon peuple de France, effectivement, qu'un anti-judaïque était un crétin, un raciste et un malfaisant. Hein, alors qu'en fait c'est simplement quelqu'un qui, au nom des saines valeurs humanistes universelles, qu'elles soient celles de la chrétienté ou de la République, refuse de se soumettre à un peuple qui prétend être le peuple élu, qui se transmet par le sang de la mère, c'est-à-dire un peuple qui prétend au suprémacisme racial pour des raisons théologiques et belliqueuses. Et on va mettre aussi là quelques citations de l'Ancien Testament pour voir quel est le projet de l'Ancien Testament. Hein. Le projet de l'Ancien Testament, c'est le projet des chrétiens sionistes et le projet des néoconservateurs américains. C'est un projet hostile
à ceux qui n'en sont pas. C'est un projet de domination mondiale, de soumission par la violence, c'est un projet de purification ethnique. Il suffit de lire l'Ancien Testament, et il suffit après d'en écouter le commentaire du Christ à travers les évangiles, et le commentaire du prophète en lisant le Coran. Et pas trop les hadiths, parce que les hadiths, il y a tout et n'importe quoi dedans. Le Coran, hein, c'est mieux. Là, il n'y a pas de discussion possible. Et on voit que finalement, on est dans un monde d'inversion totale des valeurs en ce moment, et que je le démontre chaque fois un peu plus par cette rubrique que j'ai fait aujourd'hui comme un pied de nez, mais je continue parce qu'il y a de la demande. Donc aujourd'hui, l'antisémite du mois, je vais vous en servir plusieurs, parce qu'il y en a tellement que je ne peux pas vous en citer qu'un à chaque fois, parce que je pense que je ne vivrai pas assez longtemps pour tous vous les citer. Je vais en prendre quelques-uns, là, aujourd'hui. Alors je les choisis toujours, jamais chez des dingues et chez des mecs d'extrême droite. Je les choisis toujours chez des types qui sont des gloires du génie français, souvent de gauche, considérés comme de très grands talents, etc. C'est pour vous montrer l'écart abyssal entre le mensonge officiel aujourd'hui et la réalité, tout simplement, artistico-intellectuelle. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous servir comme antisémite carabiné Napoléon Ier, empereur de tous les Français, dont les cendres sont aux Invalides. Je vais vous citer Victor Hugo, alors Victor Hugo, j'en ai des tonnes, mais je vais en citer qu'une parce que j'attends que les gens me fassent chier pour en resservir à chaque fois un peu plus. Donc c'est le piège que je tends aux crétins, c'est essayer de m'emmerder sur l'antisémitisme de Victor Hugo. J'ai du stock parce que on me fournit du matériel. Hein. Il y a quand même des érudits en France qui sortent de leur trou en ce moment, qui ont un petit peu de courage. Donc je vais vous citer Victor Hugo. Enterré, je vous le rappelle, il est au Panthéon, je crois. Victor Hugo, oui. Oui, il est au Panthéon avec Voltaire. Donc là c'est pareil, je demande à Monsieur Prasquier qu'est-ce qu'il attend pour demander qu'on sorte Voltaire du Panthéon, parce que c'est un antisémite carabiné, Voltaire. C'est du niveau de bagatelle pour un massacre, les textes antisémites de Voltaire. Et puis il y en a un paquet. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il attend aussi pour exiger, au nom de la lutte contre l'antisémitisme et la défense de la France éternelle qu'il incarne parfaitement, parce que je crois qu'il est arrivé de Pologne il y a assez récemment, par rapport à la France qui, je rappelle, existe depuis le baptême de Clovis. C'est la plus vieille nation du monde au sens moderne du terme. Donc qu'est-ce qu'il attend pour exiger qu'on sorte les cendres de Victor Hugo également du Panthéon avec celles de Voltaire? Mais je vais vous citer aussi des auteurs qui aiment bien les gens de gauche, ou les gens se réclamant du génie littéraire du XXe siècle. Je vais vous citer Blaise Cendrars, je vais vous citer Georges Bernanos. Georges Bernanos, dont La Grande Peur des Bien-Pensants, dans sa réédition de poche, est préfacé par Bernard Franck et Élie Wiesel, pour vous dire que, comme on peut rigoler. Je vais vous citer Marcel Jouandeau, catholique homosexuel de grand talent, et Jean Anouilh, dont récemment, comment il s'appelle, Alain Resnais, qui s'est fait bien voir pour l'éternité en réalisant un très beau documentaire qui s'appelle Nuit et brouillard, dont on remettra le lien, parce que je vous signale aujourd'hui que compte tenu de l'évolution et de la mythification de ce qu'on appelle la Shoah, si vous regardez aujourd'hui Nuit et brouillard, ça sera considéré comme un documentaire révisionniste. Chaque camp réserve des surprises, un orchestre symphonique, un zoo, des serres où Himmler entretient des plantes fragiles. Le chêne de Goethe à Buchenwald, on a construit le camp autour, mais on a respecté le chêne. Un orphelinat éphémère, constamment renouvelé. Un bloc des Invalides. Quand le film a été terminé, Anatole Dauman l'a vu au laboratoire avec moi. Il m'a dit, je suis très content d'avoir produit ce film, mais il y a une chose que je peux vous garantir, Alain, c'est qu'il ne sortira jamais dans une salle. À cause de... Parce que c'est le sujet, et puis je crois qu'il a dit trop de violence quand même. Alain Resnais vient de faire réaliser un dernier film qui reprend, je crois, qui s'appuie sur l'œuvre de Jean Anouilh ou sur une œuvre de Jean Anouilh. Et puis un film qui nous fait découvrir à nouveau l'originalité et l'inventivité du cinéaste Alain Resnais. À 90 ans, il signe un long métrage entre théâtre et cinéma intitulé « Vous n'avez encore rien vu ». Ses acteurs fétiches, Pierre Arditi, Sabine Azéma, Lambert Wilson, se retrouvent pour interpréter un texte de Jean Anouilh, Eurydice. Eurydice, jeune, Eurydice légère, Eurydice souriante.
Jean Anouilh, écrivain de théâtre fantasque et génial, très très respecté. Lui aussi d'ailleurs, un pied en France, un pied en Suisse, né en 1910 et mort en 1987, qui a connu Cocteau. Enfin, je veux dire, type inattaquable, très respecté, lié à Louis Jouvet, enfin un grand maître de la création théâtrale française qui court des années 30 jusqu'aux années 80. Hein, voilà. Donc, après avoir fait cette longue introduction, je vais citer Napoléon Bonaparte. Donc c'est aux séances du Conseil d'État du 30 avril 1806. J'y vais. La législation est un bouclier que le gouvernement doit porter partout où la prospérité publique est attaquée. Le gouvernement français ne peut voir avec indifférence une nation avilie, dégradée, capable de toutes les bassesses, posséder exclusivement les deux beaux départements de l'ancienne Alsace. Il faut considérer les Juifs comme nation et non comme secte. C'est une nation dans la nation. Je voudrais leur ôter, au moins pendant un temps déterminé, le droit de prendre des hypothèques, car il est trop humiliant pour la nation française de se trouver à la merci de la nation la plus vile. Des villages entiers ont été expropriés par les Juifs, ils ont remplacé la féodalité, ce sont de véritables nuées de corbeaux. On envoyait au combat d'Ulm qui étaient accourus de Strasbourg pour acheter des maraudeurs ce qu'ils avaient pillé. Il faut prévenir par des mesures légales l'arbitraire dont on se verrait obligé d'user envers les Juifs. Ils risqueraient d'être massacrés un jour par les chrétiens d'Alsace, comme ils ont été si souvent et presque toujours par leur faute. Les Juifs ne sont pas dans la même catégorie que les protestants et les catholiques. Il faut les juger d'après le droit politique et non d'après le droit civil, puisqu'ils ne sont pas citoyens. C'est en 1806, hein, ça. Il serait dangereux de laisser tomber les clés de la France, Strasbourg et l'Alsace, entre les mains d'une population d'espions qui ne sont point attachés au pays. Les Juifs autrefois ne pouvaient pas même coucher à Strasbourg. Il conviendrait peut-être de statuer aujourd'hui qu'il ne pourra pas y avoir plus de 50 000 Juifs dans le Haut et le Bas-Rhin. L'excédent de cette population se répandrait à son gré dans le reste de la France. Je vous rappelle que M. Payon, ministre de l'Éducation nationale et champion de la laïcité, provient de la haute bourgeoisie juive de strasbourgeoise dont parle en ce moment Napoléon Ier. Voilà, moi je pense qu'il faudrait aussi qu'on s'occupe de Napoléon et qu'on le sorte de l'histoire de France et surtout qu'on sorte ses cendres des invalides. Hein. Voilà. Je finis. On pourrait aussi leur interdire le commerce en se fondant sur ce qu'ils le souillent par l'usure et annuler leurs transactions passées comme étant entachées de fraude. Donc là, c'est pas les réparations, hein, ça serait dans l'autre sens. Les chrétiens d'Alsace et le préfet de Strasbourg m'ont porté beaucoup de plaintes contre les Juifs lors de mon passage dans cette ville. Donc ça, c'est une... comment dirais-je c'est un discours prononcé par Napoléon Ier, empereur de tous les Français, en séance du Conseil d'État le 30 avril 1806. C'est d'un antisémitisme carabiné. Voilà. Hein. Donc je vous laisse méditer sur tout ça. Bon, je vais enchaîner. Victor Hugo. Alors Victor Hugo, j'en ai tellement que j'ai pris une petite chanson. Voilà. Je rappelle que Victor Hugo, 1802-1885. Hein, voilà, c'est un type qui a vécu, à la période qui a précédé et suivi Napoléon III. Hein, voilà. Il a un parcours d'ailleurs. Il a commencé monarchiste, puis il a été pour Napoléon, puis contre Napoléon III. Enfin, c'est un politicien aussi, en plus d'être un auteur très prolifique, sans doute de génie, même si c'est un génie massif et quantitatif, plutôt qu'un génie subtil et qualitatif comme Baudelaire. Mais bon, Victor Hugo, c'est la gauche française, c'est le consensus droit de l'homiste dans toute sa splendeur. Donc là, je vais vous lire une petite chanson de Victor Hugo. C'est une chanson. Alors, courtisan, attablé dans la splendide orgie, la bouche par le rire et la soif élargie, vous célébrez César très bon, très grand, très pur, vous buvez apostat à tout ce qu'on révère, le chypre à pleine coupe et la honte à pleines lèvres, mangez, moi je préfère vérité ton pain dur, boursier qui tond le peuple, usurier qui le triche, gai soupeur de chevet, ventru, coquin et riche, ami de foule de le juif et de Maupas le grec, laissez le pauvre en pleurs sous la porte cochère, engraissez-vous, vivez et faites bonne chère, mangez, moi je préfère probité ton pain sec. Voilà. Donc on a toujours effectivement cette éternelle diffamation infondée du juif usurier, du juif fauteur de guerre, du juif traître à la nation qui l'accueille. Évidemment, propos totalement délirants, mais partagés quand même par l'immense majorité des penseurs, des poètes et des hommes politiques depuis les Égyptiens jusqu'à 1945. Voilà. Le monde est fou. Donc après, nous allons enchaîner sur Blaise Cendrars.
écrivain suisse de culture française, un peu comme moi, né en 1887 et mort en 61, un héros de la guerre de 14, membre du petit peuple, écrivain de talent, très apprécié à gauche, anticolonialiste, enfin vraiment un type inattaquable. Et là, je vais vous lire un extrait d'un de ses plus grands romans de 1926 qui s'appelle Moravagine, très grand succès de Libérie à l'époque. Donc là, c'est pour vous aussi vous situer le climat des années 30 et pourquoi il a vraiment fallu que Hitler soit le problème et que nous fassions tous la guerre à Hitler, effectivement, qui avait un projet pas très sympathique pour nous, pour effectivement produire une réconciliation nationale contre cet islamiste de l'époque, parce qu'effectivement, le climat des années 30 était quand même pas très favorable à une certaine communauté dominante, à qui on reprochait pas mal de choses à l'époque. Voilà. Donc Blaise Cendrars, Moravagine, 1926. Alors là, c'est pour vous dire, voilà, je lis. Macha était masochiste et en tant que juive, elle l'était doublement. Car y a-t-il eu un peuple au monde plus profondément masochiste qu'Israël ? Israël s'était donné un dieu d'orgueil à la seule fin de le bafouer. Israël avait accepté une loi rigide à la seule fin de la transgresser. Et toute l'histoire d'Israël est l'histoire de cet outrage et de cette transgression. On voit le peuple élu trahir et vendre son Dieu, puis marchander la loi. Et l'on entend les menaces et les malédictions tomber du ciel, les coups pleuvent, les calamités s'abattent. Israël souffre, pleure, gémit, se plaint en exil et se lamente en captivité. Oh, quel amour! La main du Seigneur s'appesantit sur lui et l'écrase. Israël se contorsionne, Israël verse des larmes de sang. Mais Israël jouit de sa bassesse et se délègue de son avilissement. Quelle volupté et quel orgueil! Être le peuple maudit, être le peuple frappé jusque dans sa dernière génération, être le peuple dispersé par les verges mêmes du Seigneur Dieu et avoir le droit de se plaindre à haute voix, de se chercher chicane et de crier son infamie et avoir la mission de souffrir, d'adorer son mal, de le cultiver et de contaminer secrètement les peuples étrangers. Cette perversité et ce raffinement de toute une nation expliquent la grande diffusion des Juifs et leur étrange fortune dans le monde, bien que leur action soit partout délétère. Les Juifs seuls ont atteint cet extrême déclassement social auquel tendent aujourd'hui toutes les sociétés civilisées et qui n'est que le développement logique des principes masochistes de leur vie morale. Tout le mouvement révolutionnaire moderne est entre les mains des Juifs. C'est un mouvement masochiste juif, un mouvement désespéré, sans autre issue que la destruction et la mort, car telle est la loi du Dieu de vengeance, du Dieu de Kourou, de Jéhovah le masochiste. Alors ça, vous voyez, c'est Moravagine 1926, Blaise Cendrars, vous voyez, qui n'est pas un auteur d'extrême droite. Et c'est le climat des années 30, vous voyez, hein. C'est pour ça qu'il a fallu que l'islamisme radical hitlérien vienne pour faire l'union sacrée, pour éviter que finalement certains responsables de certains problèmes se retrouvent face à leurs responsabilités, face à un peuple légitimement en colère. Voilà. Alors là, je veux maintenant passer à un autre auteur, qui est Georges Bernanos, grand auteur catholique, dont je rappelle que l'adaptation d'un de ses romans, qui est Sous le soleil de Satan, a eu la Palme d'Or à Cannes, grâce à la mise en scène du très bon réalisateur français Maurice Pialat. Grand admirateur de Céline, lui aussi. Donc là, et c'est pour vous dire aussi que c'est écrit dans La Grande Peur des Bien-Pensants, publié chez Grasset en 1931. Hein, voilà. Donc faut que vous voyez le climat des années 30, que ce soit des mecs de gauche, de droite, catholiques, plutôt libertaires. Il y avait un climat global des années 30 que comment dirais-je, explique très bien un très bon sociologue israélien qui s'appelle Simon Epstein. Hein. Voilà, il faut lire les livres de Simon Epstein pour comprendre ce climat des années 30 qu'on nous cache aujourd'hui, qui explique Déa, Doriot, voilà, qui explique des tas de choses. Hein. Donc je vais vous lire Georges Bernanos, c'est un peu long. La conquête juive, un petit nombre d'étrangers, d'une activité convulsive, tenus des siècles à l'écart de la vie nationale, jetés brusquement dans une société au cadre rompu, appauvri par la guerre, s'emparent comme à l'improviste des sources mêmes de l'argent, puis organisent aussitôt leur conquête, patiemment, silencieusement, avec un sens merveilleux de l'homme moderne, de ses préjugés, de ses tares, de ses immenses et débiles espoirs.
Devenus maîtres de l'or, ils s'assurent bientôt qu'en pleine démocratie égalitaire, ils peuvent être du même coup maîtres de l'opinion, c'est-à-dire des mœurs. À la bourgeoisie libérale que la vanité rend féroce, ils effaceraient volontiers d'un trait toute l'histoire de France pour rien, pour le simple plaisir de venger les vieilles rancunes des grosses bedaines opulentes du tiers-état. Les Juifs donnent des chefs, s'imposent par leurs vices même qui les ont perdus tant de fois jadis, la frénésie de paraître, l'impudence, la cruauté du satrape. Dès la moitié du XXe siècle, aux premières places de l'administration, de la banque, de la magistrature, des chemins de fer ou des mines, partout enfin l'héritier du grand bourgeois, le polytechnicien à binocle, s'habitue à trouver ces bons hommes étranges qui parlent avec leurs mains comme des singes, traînent nonchalamment sur les colonnes de chiffres et les cotes un regard de biche en amour auquel pourtant rien n'échappe, si différents du papa bonnetier ou notaire, et comme tombés d'une autre planète avec leurs poils noirs, les traits ciselés par l'angoisse millénaire, le prurit sauvage d'une moelle usée depuis le règne de Salomon, prodigué dans tous les lits de l'impudique Asie. Aux fils d'avares, élevés dans le mépris du passé, l'indifférence profonde de la tradition de leur propre race, les maîtres étrangers apportent une mystique nouvelle, admirablement accordée à celle du progrès, au moderne messianisme qui n'attend que de l'homme la révélation du Dieu futur. Dans ce paradis d'ingénieurs, nus et lisses comme un laboratoire, l'imagination juive était seule capable de faire jaillir ces fleurs monstrueuses, carnassières, sur lesquelles se roulait si comiquement le vieux Renan rose et dodu, toutes griffes dehors avec un grognement de terreur et de plaisir, tel un gros chat ivre de Valériane. Mais les temps héroïques de la conquête juive, dont Drummond s'est fait l'historien, sont à présent révolus. L'investissement de la monarchie de Juillet, du Second Empire, le long patriarcat des Rothschild, la presse à l'encan, l'assaut donné au boulevard, au Grand Cercle, au Faubourg Saint-Honoré, le fanion du baron Hirsch sur la redoute du Jockey Club, la curée du titre et des blasons, puis ces grandes orgies rituelles où la race prophétique augurale rejette tous ses gains sur le tapis, court de nouveau sa chance, qui tout double, dans un véritable spasme collectif. Panama, l'affaire Dreyfus, pas l'image des ventrées futures, Bela Kun en Hongrie, Bronstein, dit Trotsky à Moscou. Cette guerre-là n'était encore qu'un jeu d'enfant. On verra bien autre chose lorsque la minuscule bête juive ayant fini de mâcher le bulbe du géant américain, le monstre inconscient se jettera sur le colosse russe, également vidé de sa cervelle. La grande peur des bien-pensants, Grasset, 1931. C'est publié par Grasset à l'époque. Je vous rappelle que c'est la maison d'édition dont a pris le contrôle Bernard-Henri Lévy aujourd'hui. Je pense que rien que pour ça déjà, il devrait se débattre et demander sa disparition, sa mise au banc et au pilori. Voilà. C'est un texte particulièrement antisémite qui dit la même chose d'une autre manière que le texte que je vous ai lu avant de Blaise Cendrars, alors que ces gens-là n'ont rien à voir l'un l'autre, à part être issus de la petite bourgeoisie et du petit peuple et d'avoir eu un destin d'écrivain aventurier assez désargenté. Ce sont des gens qui ne se sont visiblement jamais vendus comme certains se sont vendus à l'argent, et qui disent à peu près, ce qui est assez angoissant, la même chose. Voilà. Et la même chose qui résonne à nos oreilles comme quelque chose d'assez contemporain et d'assez récurrent. C'est ça qui est assez inquiétant. Alors maintenant, je vais aller encore un cran au-dessus, en vous citant Marcel Jouhandeau, écrivain catholique et homosexuel revendiqué. Donc là, c'est pour les gays, n'est-ce pas ? Et qui a publié en 1936, c'est-à-dire un an avant Bagatelle pour un massacre, un livre au titre éloquent qui s'appelle Le Péril juif. Voilà. Alors, le bouquin circule sur Internet. Et alors, j'ai regardé sur Wikipédia, on prétend que c'est un accident dans sa vie d'écrivain, mais qu'il s'est repenti et que c'était un dérapage sans conséquence. C'est évidemment un mensonge, puisqu'il a ajouté, avant de mourir, il est mort en 1979, un addendum, je crois qu'il a appelé Ultima Verba, pour bien dire effectivement ce que je vais vous lire. J'ai bien recommandé de ne diffuser cet Ultima Verba que longtemps après ma mort. Dans mon petit cimetière, je suis maintenant à l'abri de la loi Marchandeau, de la LICA, qui est devenue depuis la LICRA, et des tueurs des services secrets israéliens. Mais vous, Français d'aujourd'hui, vos jours sont comptés. Ces jours français s'amenuisent constamment. Bientôt ce pays qui est le mien, qui fut le vôtre, entrera dans le club du tiers-monde. C'est une question de temps, c'est une question de juifs ou pas. Pensez à vous défendre par tous les moyens contre ceux qui œuvrent à vous détruire par leur racisme exagéré, leur rêve démoniaque de domination mondiale, et surtout, n'oubliez jamais que leur puissance n'existe que par notre bassesse et notre lâcheté. Alors ça, c'est l'addendum appelé Ultima Verba au livre de Marcel Jouhandeau qui s'appelle Le Péril juif, et qui est un peu le Bagatelle pour un massacre de Jouhandeau, et qu'il a
demandait qu'on ne publie qu'après sa mort en 1979, pour vous dire qu'il n'avait jamais changé d'idée entre les années 30 et la fin des années 70, et qu'il avait conscience que déclarer ce qu'il déclarait était risquer sa vie. Hein, voilà. Et je suis bien placé pour le savoir que cet écrivain de renom et de grand talent, catholique et homosexuel militant, était tout sauf un taré et un délirant. Hein, voilà. C'est un auteur très respecté et qui n'est pas du tout considéré comme un taré d'extrême droite. Hein. C'est pour cela que je vous resitue la réalité par rapport aux catégories qu'on nous vend aujourd'hui. Voilà. Alors après, comme je vais finir sur une apothéose, je vais vous lire un poème de Jean Anouilh, dont je n'ai pas la date, qui à mon avis, compte tenu de son contenu, doit dater du début du moment de la défaite française et du début de l'occupation. Ce poème de Jean Anouilh s'appelle « Le rat ». Alors, c'est une allégorie, hein, une sorte de fable de La Fontaine. Un rat sortait de l'opéra, plastron blanc et cravate noire. C'était un rat dont tout Paris savait l'histoire. On disait que pendant l'occupation des chats, il avait stocké du gruyère. Il était décoré pourtant de mine fière, mais de cette fierté incertaine des rats. Il est rare que ces gens-là aient la conscience tranquille. Portant beau, poils lustrés et ras ongles faits par les manucures, costume du meilleur tailleur, dès qu'il sort de l'égout et se fait place en ville, un rat à voiture et chauffeur, chevalière d'or, jolie fille. Cette race toujours inquiète a besoin pour se rassurer de s'entourer de beaux objets, l'illusionnant sur sa puissance. C'est un défaut qui tient au manque de naissance. Le chauffeur de mon rat, un gros chien du pays, décoré d'ailleurs, lui aussi, pour avoir combattu les chats héréditaires lors de la précédente guerre, acceptait ses hauteurs sans lui montrer les dents, tant le précise de l'argent est, hélas, puissant chez les bêtes. C'est un rat, disait-il, mais c'est un rat honnête, il en est. Et la preuve est qu'il est décoré. Ah mon Dieu, que les chiens sont bêtes. Pauvres niais abusés lisant journaux de rats, qui ne sauront jamais ce que rat dira. Ce soir-là, saluant son maître à la portière, le chien ravi lui fit le salut militaire. Il exultait. La vie lui paraissait plus belle. Il dit « Monsieur, c'est la nouvelle que pendant que monsieur écoutait l'opéra, a donné la radio ?» « Qu'importe, dit le rat lassé, montant dans son automobile. Laissons la radio à un peuple imbécile, j'ai mes informateurs. Quoi, monsieur ne sait pas? Je crois, monsieur, qu'il faut tous deux qu'on s'y remette, si on veut faire place nette. La radio nous annonce une invasion des chats. Il va falloir tuer tout chat. Il prononçait à l'Auvergnate étant chien de Clermont-Ferrand. Le rat, entendant ces mots, bondit soudain des quatre pattes, laissant l'engin de luxe aux portes nickelées, dépouillant son plastron, sa pelisse fourrée, jetant sa canne et son chapeau ras nu, en poil de rat. Comme au jour de naissance, le rat ne fit qu'un bond jusqu'à l'égout voisin, d'où il cria au sot. Apprenez, sotte engeance, que la race des rats a bien d'autres desseins. Un rat gras à New York vaut un rat gras à Vienne ou à Paris. Courage, mon ami, défendez le pays. Et lorsque nous aurons enfin vaincu la race des félins, informez-moi que je revienne. Donc là, je ne sais pas si vous avez bien compris, mais c'est pas particulièrement un poème philosémite, et ça explique peut-être certaines histoires que certains ont vues de gens passés en zone sud, et qui expliquent d'ailleurs aujourd'hui que le festival de Cannes soit à Cannes, puisqu'ils étaient tous à peu près planqués dans les hôtels de Cannes. Et il faut savoir que le début du travail de Jean Moulin, qui était galeriste d'art, était d'amener aux riches juifs producteurs de cinéma et mondains parisiens qui s'étaient réfugiés dans les hôtels en zone sud, dans les palaces de Cannes, c'était de leur ramener leurs tableaux de maître pour qu'ils puissent les accrocher dans leur suite. C'est comme ça qu'a commencé l'activité nord-sud de Jean Moulin. Voilà, c'est pour vous citer un peu le climat de l'époque. Donc voilà, Jean Anouilh nous débite là, à mon avis, si on comprend le poème, c'est un poème qui doit dater de 39-40. Jean Anouilh nous écrit là un poème d'un antisémitisme carabiné. Et donc là, je demande au monde du cinéma qui s'est énervé contre Lars von Trier, qui demande qu'on retire de l'affiche le dernier film d'Alain Resnais, qui effectivement s'appuie sur l'œuvre de Jean Anouilh. Jean Anouilh, un antisémite carabiné, quand il avait effectivement la possibilité de le faire, puisque ça doit être au moment, à mon avis, où Pétain est arrivé au pouvoir, grâce d'ailleurs mis au pouvoir par un vote de la Chambre globalement issu du Front populaire, et comme le dit Jean Epstein, par une coalition de patriotes français de gauche et de droite, de maurassiens et de socialo-communistes, qui n'étaient pas tombés dans la mascarade, ou qui avaient vu la mascarade du Front populaire de Léon Blum, qui était un peu le Mélenchon de l'époque. Enfin voilà, je vous situe le climat. Donc il faudrait aussi que M. Prasquier se hâte demander qu'on retire le dernier film de Alain Resnais de l'affiche, et qui demande des comptes à Alain Resnais pour aimer autant Jean Anouilh, qui, quand effectivement le pouvoir pétainiste lui permettait d'exprimer sa pensée
profonde, nous pondait un poème sur le juif éternel qu'il appelle le rat, d'un antisémitisme carabiné, mais qui rejoint dans sa vision des choses exactement la même vision que celle de Blaise Cendrars, qui n'est pas tout à fait de sa catégorie, et de celle de Bernanos, qui n'est pas non plus de sa catégorie, et qui rejoint aussi la vision aussi de l'empereur Napoléon Ier, qui n'est pas non plus du même monde. C'est-à-dire que là, il y a quand même, je dirais, il y a consensus. Hein, voilà, ce qui est un peu inquiétant et troublant. Et je laisse chacun méditer sur ces lectures sur lesquelles je ne prends pas parti. Moi, je suis simplement quelqu'un qui a, je dirais, simplement le courage de son érudition. C'est tout. Voilà. Ah oui, alors il y a toujours je reçois des messages disant oui, vous dites qu'avant 1945 tous les grands esprits étaient antisémites. C'est pas vrai, ce qui est d'ailleurs évidemment pas vrai, puisqu'il y en a toujours un qui ne l'est pas, ou ne l'est qu'à moitié, ou l'est paradoxalement, etc. Et là, il y a un vieux débat qui court depuis des années avec certains crétins hystériques, notamment. Il y avait une espèce un mec qui s'appelle Asensio, ou je sais pas quoi, qui prétendait que Léon Bloy était un incroyable philosémite, parce qu'il avait écrit un bouquin qui s'appelle « Le salut par les Juifs ». Alors je pense que pour comprendre ce que veut dire ce livre, il faut d'abord bien s'intéresser au catholicisme de Léon Bloy, bien le lire, et puis bien lire aussi d'autres écrits de Léon Bloy, notamment les passages de description du juif dans le désespéré, pour voir que si Léon Bloy était un philosémite, il faut s'inquiéter de ce qu'est le philosémitisme. Mais maintenant, je vais creuser. Léon Bloy, qui est un être subtil, compliqué, extrémiste et passionnant, catholique, mais catholique des catacombes, hein, catholique mystique intégral, a écrit Le salut par les Juifs, pour attaquer, ce qui est assez étrange, l'antisémitisme de Drummond, qui a écrit à l'époque un énorme succès, qui lui a valu d'ailleurs d'être élu député d'Alger au moment du décret Crémieux. C'est marrant de voir, quand on fait de l'histoire, comme tout s'articule, qu'on est porté à la députation Drummond, auteur de La France juive, au moment où, quelques années après l'application du décret Crémieux en Algérie, ça devrait nous donner... ça serait plutôt à Zemmour de commenter. Voilà. Enfin, donc, il y avait ce livre qui est un best-seller, qui s'appelle La France juive de Drummond, qui, je rappelle, vient de la gauche. On nous fait toujours croire que les antisémites sont des mecs d'extrême droite délirants. Drummond est un type qui vient de la gauche, qui, comme Bernanos, fait l'apologie a démarré dans la Commune de Paris, je crois, hein, Drummond. Commune de Paris, hein, voilà, c'est vraiment la gauche, puis la vraie gauche. Hein. Drummond écrit ce livre best-seller français qui s'appelle La France juive, où il montre le lent processus, comme avait fait Toussenel avant lui, de prise de pouvoir économique, puis politique sur la France de la communauté organisée, dont Rothschild est le symbole. Hein. Voilà, ce qui fait un gros livre très épais, qui est finalement de la sociologie et de l'histoire de la France de l'époque. Hein. Voilà. Et bizarrement, Léon Bloy a écrit un livre contre Drummond qui s'appelle Le salut par les Juifs. Et en fait, la thèse de Bloy, il dit finalement, il dit à Drummond, vous êtes jaloux des Juifs, car vous êtes des bourgeois, parce que vous reprochez aux Juifs de faire de l'argent à votre place. Or, faire de l'argent, c'est être damné par le Christ. Et donc, un bon catholique doit vivre en dehors de l'argent, qui est la damnation. Ça commence par le protestantisme et ça finit par la damnation. Et là, on est sur la sensibilité de Bernanos, sur la contradiction qu'il y a entre être un bourgeois et être un catholique. Un bourgeois catholique est forcément un être intrinsèquement en souffrance. On le voit très fortement chez Bernanos, un peu moins chez Mauriac. On peut être un protestant capitaliste, un protestant bourgeois. On ne peut pas être un catholique capitaliste, un catholique bourgeois. C'est une souffrance et c'est ça qu'exprime l'œuvre de Bernanos. Et finalement, Bloy, en plus extrême, est là-dessus. Il dit finalement, vous, Drummond, reprochez aux Juifs de faire de l'argent à votre place. Et finalement, vous êtes un bourgeois, et le bourgeois est un juif de synthèse, jaloux des Juifs. Car finalement, le bourgeois fait de l'argent comme les Juifs, est un type qui a trahi le catholicisme et qui a trahi les évangiles, et qui finalement est antisémite pour des raisons de concurrence
alors que finalement, en valeur absolue, ils ont les mêmes valeurs. Et cette analyse est parfaitement vraie. Un juif est un bourgeois, un bourgeois est un juif de synthèse, et tout régime bourgeois, comme l'explique très bien d'ailleurs Karl Marx dans La question juive, a pour vocation historiquement à terme de mettre au sommet de sa pyramide de domination les juifs, puisque ce sont des super bourgeois qui, en plus d'être des bourgeois au niveau de leur pratique, sont des bourgeois avec une théologie et une eschatologie, alors que les autres sont des individus ou qui n'ont au mieux qu'une vision de classe. C'est-à-dire que finalement, l'efficacité commerçante et bancaire des juifs est infiniment supérieure à celle du bourgeois, puisque le bourgeois n'est que bourgeois, alors que l'autre est un bourgeois mystique. Vous voyez ? Et c'est ça, et c'est en s'appuyant sur cette vision-là que Léon Bloy reproche finalement à l'antisémitisme de Drummond d'être un antisémitisme bourgeois, et finalement il dit vous ne comprenez pas, vous les bourgeois, que les juifs sont sur terre pour être, et comme le dit très bien d'ailleurs Sandrars dans Moravagine, ils sont là pour porter sur eux la laideur du monde et la laideur de l'usure, la laideur de l'argent, pour nous permettre à nous, catholiques, d'être sauvés, c'est-à-dire d'accéder au royaume de Dieu. Et il dit bien, c'est sa métaphore, le livre est confus, et un peu délirant comme les souvent Blois, mais il dit finalement, le peuple juif à travers l'histoire, c'est la croix sur laquelle le Christ est cloué. Il faut la croix pour que le Christ soit en croix. Et ça veut dire que c'est grâce, le salut par les juifs, ça veut dire, si on fait une analyse fine et conceptuelle de ce qu'a voulu dire Blois dans cette espèce de semi-délire anti-Drummond, c'est que finalement, c'est grâce aux Juifs que nous serons sauvés, car les Juifs, comme dans un précipité chimique, portent sur eux la laideur du monde, l'usure, le mensonge, la domination par le mensonge, et grâce, comme eux, si eux, sont dans la laideur de l'argent, nous pouvons nous être dans la pureté du catholicisme intégral. Et finalement, ils ont donc un destin historique positif, les Juifs, c'est d'être le peuple maudit. Voilà. Et c'est ça, donc le salut par les Juifs, de Blois, ça veut dire ça. Ça veut dire, finalement, les Juifs sont là pour porter sur leur dos toute la laideur du monde et la bassesse du monde, pour que nous puissions échapper à la tentation bourgeoise et être intégralement catholiques, ou musulmans quand on suit les préceptes de Cheikh Imam Hussein, et être sauvés. Voilà. C'est exactement comme la prostituée qui se prostitue dans une ville pour que les hommes aillent à la prostitution, finalement sauve les épouses pour dévier la sexualité malsaine des épouses sur les prostituées. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Et que des crétins pensent que c'est un livre philosémite, prouve à quel point ils sont épais de pensée et grossiers. Comme le disait, je crois, un certain penseur, vous êtes malin, mais vous n'êtes pas intelligent. Et quand Céline, dans d'excellentes interviews d'après-guerre, où il était obligé d'en rabattre, parce qu'il avait failli être assassiné pour ses prises de position des années 30, a dit « Le problème du monde contemporain, c'est la lourdeur. » Il y a très peu de légèreté chez l'homme. Il est lourd. Et alors maintenant, il est extraordinaire de lourdeur. Depuis l'auto, l'alcool, l'ambition, la politique le rendent lourd, encore plus lourd. C'est ce qu'il est extrêmement lourd. Nous verrons peut-être un jour une révolte de l'esprit contre le poids. On est là face à cet éternel manque de finesse, d'une certaine idéologie, je dirais dominante, liée à la lourdeur, à la manque de finesse d'une certaine communauté dominante. Quand on est un peu fin, on est capable de produire l'analyse que je viens de produire sur le rapport entre Léon Bloy et Drummond, et que finalement l'antisémitisme de Bloy, dans le salut par les Juifs, est infiniment plus antisémite que celui de Drummond. Puisque finalement, Drummond valide par sa validation de la bourgeoisie, puisqu'il montre comment la bourgeoisie française est spoliée par les élites juives sur le terrain du monde bourgeois, sur le terrain de la rivalité commerçante et bancaire. Finalement, Drummond, malgré son antisémitisme, valide un certain nombre de catégories judéo-compatibles. Alors que dans le salut par les Juifs de Blois, nous sommes là face à un antisémitisme intégral, c'est-à-dire qui est non seulement social, mais qui est théologique, et théologique radical, pas du catholicisme de Vatican II, ou de je sais pas trop quel... de je sais pas trop quel prélat catholique actuel, tout ça avec je dirais la soutane à mi-fesse. Voilà. Et je crois que le salut par les Juifs, quand on le lit avec finesse, la finesse dont parle Céline, et dont je suis aujourd'hui un des dépositaires, et qu'on ne retrouve ni chez Todd, ni chez aucun des intellectuels en cours aujourd'hui, je ne vais même pas citer de nom, parce que ce sont tous des lourdeaux à gros pieds, on voit que sans doute le salut par les Juifs de Léon Bloy, et sans doute quand on le lit bien,
et qu'on comprend par l'esprit de finesse et la saine utilisation du logos, et non pas par la dialectique casuistique et le pile-poule qui consiste à saucissonner phrase après phrase pour qu'on n'y comprenne plus rien, effectivement, avec une analyse du morpion que j'ai parfois sous les fesses, on peut penser que Blois est un philosémite en citant quelques phrases du Salut par les Juifs, mais tant qu'on comprend ce que veut dire ce livre par une vision globale de type grec, de type hegélienne, cette pensée de la totalité, cette pensée de la vraie dialectique bien comprise, de la dialectique hegélienne, pas de la dialectique casuistique des déconstructionnistes Derrida ou des maîtres de la pensée poivrée je sais pas, sans doute aujourd'hui à la Ariel Wiesmann, que je croise régulièrement aujourd'hui, qui sort de ses cours du soir, lévinassien. On comprend que le livre sans doute le plus antisémite qui ait jamais été écrit à l'époque moderne est sans doute Le Salut par les Juifs de Léon Bloy. Voilà. Donc c'était la réponse pour ceux qui me disaient est-ce que Léon Bloy est un philosémite? Oui, c'est un philosémite pour des raisons vertigineusement antisémites. Voilà. Je vais clore sur ce sujet.